KPMG Fréquence Banque. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur nos ondes pour cette émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le jeudi 23 juin 2022, au micro, Kenza Moulin. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de présenter le tour de l'actualité réglementaire bancaire avec Arnaud Bourdeil, associé responsable du secteur banque de KPMG. Après ce tour d'horizon, Mylène Migliardician, directrice au sein de la doctrine comptable bancaire de KPMG France, nous détaillera les principaux points d'attention pour l'arrêté comptable du 30 juin 2022 qui s'annonce délicat. Enfin, nous clôturerons l'émission avec Sylvie Biette, associée responsable de la plateforme Finance Durable et sa chronique verte qui décrypte depuis le début de l'année, à chaque édition, les principaux sujets ESG de la période. Bonjour à tous les trois. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Aujourd'hui, à la une de l'actualité réglementaire bancaire, les dernières communications de l'EBA en lien avec la guerre en Ukraine et les réflexions en cours pour améliorer le cadre macro-prudentiel, y compris à des prêteurs non bancaires. KPMG Fréquence Banque. Commençons tout de suite ce tour d'horizon avec Arnaud Bourdeil, que je reçois en duplex. Et nous allons commencer par une actualité en lien avec le contexte géopolitique actuel. L'autorité bancaire européenne a demandé le 27 avril 2022 aux établissements financiers et aux autorités nationales de faire leur possible pour permettre aux réfugiés ukrainiens d'accéder à minima aux produits et aux services financiers de base. Dans cette déclaration du 27 avril liée au contexte exceptionnel de la guerre en Ukraine, le BA explique comment ces lignes directrices en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux doivent s'appliquer dans le contexte actuel et de quelle manière les établissements financiers peuvent adapter leurs mesures pour apporter une réponse pragmatique et proportionnée aux défis de conformité auxquels ils sont confrontés. Le BA rappelle également aux banques et aux autorités nationales comment protéger les personnes vulnérables contre les crimes financiers et invite les établissements financiers à veiller à ce que le respect du régime de mesures restrictives de l'UE n'entraîne pas une augmentation injustifiée des risques de criminalité financière. Enfin, le BA continuera bien évidemment à surveiller la situation et à collaborer avec les autorités compétentes pour partager les meilleures pratiques, avec l'ambition de définir des attentes réglementaires communes et de faciliter l'élaboration d'une seule et même approche pour lutter contre la criminalité financière. Et je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter notre dernière émission Fréquence Banque, dans laquelle Stéphane Salabert a présenté le rôle grandissant de l'EBA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la coopération européenne devenant le nouveau mot d'ordre en matière de LCBFT en Europe. Toujours en lien avec la situation en Ukraine, Arnaud, l'EBA a publié le 10 mai dernier un cadre de reporting pour permettre aux établissements d'y recenser les dépôts soumis aux sanctions prises contre la Russie et la Biélorussie. En effet, sur demande de la Commission européenne, l'autorité bancaire européenne a élaboré un cadre déclaratif qui s'appuie d'ailleurs, et je me permets de le préciser, sur les sanctions déjà publiées en 2014 à l'époque de la guerre en Crimée à l'encontre des ressortissants russes et biélorusses. Ces sanctions interdisent notamment aux banques de l'Union européenne de recevoir des dépôts supérieurs à 100 000 € venant des personnes physiques ou morales qui ont un lien avec ces pays. Et on entend par là aussi bien un lien de citoyenneté que de résidence. Ce nouveau cadre déclaratif permet aux établissements de reporter ces situations dans des tableaux qui sont préformatés, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est un reporting clair et harmonisé dont l'utilisation est à la discrétion des autorités nationales compétentes. Je précise que ce reporting ne faisant pas partie du socle des reporting classiques, il ne donnera lieu ni à la publication d'un ITS, ni à des instructions spécifiques de la part de l'EBA. Cette responsabilité en incombe à la Commission européenne. Et si l'utilisation de ce template est décidée par les autorités nationales, les banques devront y reporter les informations granulaires sur les dépôts concernés avec notamment l'IBAN, les données personnelles de la contrepartie, le secteur, le montant de dépôt, etc. Et ces reportings annuels doivent être complétés et remis aux autorités tous les ans. Le premier reporting a d'ailleurs d'ores et déjà été transmis à l'autorité nationale, la CPR en France, le 27 mai 2022. On poursuit notre tour d'horizon de l'actualité réglementaire avec la réponse faite par l'EBA le 29 avril 2022 à la consultation de la Commission européenne sur la révision du cadre macro-prudentiel. Dans sa réponse,
le BA a proposé un ensemble de recommandations qui ont pour but de simplifier les procédures concernant certains outils macroprudentiels et de mieux harmoniser d'autres dispositifs existants. À travers sa réponse, le BA rappelle que les enseignements tirés depuis la création du cadre macroprudentiel, y compris pendant la pandémie de Covid, ont mis en évidence la nécessité de certains changements ciblés pour rendre ce cadre plus efficace et améliorer le fonctionnement du marché unique. L'avis de l'EBA comprend 7 principales recommandations. Premièrement, il faut renforcer les coussins de fonds propres réglementaires pour qu'ils puissent être relâchés si nécessaire. Deuxièmement, on doit mettre en place une évaluation plus large de l'effet de ces mesures macroprudentielles sur d'autres exigences de fonds propres, au-delà du seul ratio de solvabilité. Je pense notamment au ratio de levier ou encore au ratio MREL. Troisièmement, le BA recommande de maintenir des rôles et des responsabilités clairs, ainsi qu'une étroite collaboration entre les différentes autorités impliquées dans les politiques micro- et macroprudentielles. La quatrième recommandation de l'EBA consiste à simplifier les textes de la directive CRD et du règlement CRR autour des procédures de gouvernance de certaines mesures macroprudentielles. Enfin, cinquièmement, l'EBA souhaite disposer d'un mandat de la Commission européenne afin de développer des méthodologies lui permettant à la fois d'identifier les autres établissements d'importance systémique et de fixer leur niveau de coussin correspondant à leur systémicité. Et il s'agit là des fameux OSI, donc les institutions systémiques autres que les GSIB. Arnaud, vous parliez de 7 principales recommandations. Quelles sont les 2 dernières ? Alors, les 2 dernières portent d'un côté sur la réalisation d'évaluations supplémentaires de la capacité des outils macroprudentiels actuels à faire face aux risques environnementaux, aux risques liés aux cryptoactifs et aux risques liés à la cybersécurité. D'un autre côté, sur la mise en place d'un système de surveillance et de contrôle des prêteurs non bancaires et l'élargissement du champ d'application du cadre macroprudentiel à ces prêteurs non bancaires. Et toutes ces recommandations visent à renforcer encore plus le rôle de l'EBA et à améliorer davantage le cadre macroprudentiel existant. Arnaud, vous parliez il y a quelques instants des prêteurs non bancaires. L'EBA a justement publié le 4 mai dernier son rapport sur les prêts non bancaires en réponse à l'appel de la Commission européenne qui avait été lancé en février 2021 sur ce sujet. Les propositions de l'EBA ciblent les risques découlant de l'octroi de prêts par des entités non bancaires dans les domaines de la surveillance, de la protection des consommateurs, de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou encore des risques macro- et microprudentiels. En fait, si l'ampleur des prêts non bancaires dans l'Union européenne reste limitée par rapport aux crédits accordés par les banques, l'activité des fintech a augmenté ces dernières années. Les tendances observées en dehors de l'UE montrent également que les big tech et d'autres opérateurs non traditionnels ont déjà développé et déployé avec succès des modèles commerciaux pour les prêts. Selon l'analyse des réglementations actuelles, les prêts non bancaires restent largement non harmonisés au sein de l'UE, ce qui peut créer des défis pour toutes les parties prenantes, y compris pour les régulateurs. Dans son rapport, l'EBA a identifié les risques liés à l'octroi des crédits par des prêteurs non bancaires et a présenté quelques propositions pour y remédier. Oui, le rapport souligne en particulier Kenza l'importance de veiller à ce que le cadre de protection des consommateurs reste adapté à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Pour ce faire, l'EBA propose d'une part de renforcer les exigences en matière d'information afin qu'elles soient équitables, efficaces et bien adaptées aux nouvelles formes de prêts, et d'autre part de renforcer les exigences en matière d'évaluation de la solvabilité pour garantir l'intérêt des consommateurs. Le rapport de l'EBA souligne également la nécessité de renforcer les dispositions en matière d'autorisation et d'accès aux activités et de clarifier l'identification du périmètre prudentiel et les responsabilités en matière de surveillance dans la prestation transfrontalière de services pour permettre une surveillance plus efficace. Est-ce que ce rapport aborde d'autres sujets pour ces acteurs ? Et là, je pense notamment à la lutte contre le blanchiment d'argent ou encore aux obligations de reporting réglementaire. Oui, le BA propose d'inclure tous les prêteurs non bancaires de manière plus large dans le cadre européen de la LCBFT pour parvenir à une plus grande harmonisation et pour considérer ces entités comme des entités soumises. Concernant le deuxième point sur les obligations de déclaration réglementaire, le BA souhaite renforcer les cadres de surveillance et de reporting pour suivre la situation financière de ces acteurs et éviter que toute augmentation soudaine des risques macroprudentiels ne reste sans réponse. À ce propos, le BA pourrait envisager l'introduction de mesures macroprudentielles nécessaires pour couvrir tous les prêteurs.
Et cela permettrait en effet de fournir aux différents superviseurs des données plus fiables et plus comparables pour suivre l'évolution future des prêts non bancaires et d'améliorer le partage d'informations entre les autorités. À ce stade, il est encore prématuré pour savoir comment vont se traduire les recommandations et les propositions qui sont faites par le BA. Nous sommes à quelques jours de la fin juin, c'est donc le moment idéal pour faire le tour des principaux sujets comptables bancaires pour l'arrêté du 30 juin 2022. Dans un contexte économique dégradé depuis la guerre en Ukraine, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution a alerté il y a quelques jours sur le risque de crédit. En effet, selon Dominique Labourex, secrétaire général de la CPR, le degré d'incertitude est très élevé, la hausse du prix des matières premières, énergétiques et agricoles notamment, et le retour de l'inflation provoquent une réduction des perspectives de croissance. Cela va peser sur la qualité du crédit. En effet, la capacité de remboursement des agents économiques va être impactée par ces circonstances inédites. Le contexte de cet arrêté s'annonce donc de nouveau très compliqué pour les établissements de crédit. Avant de parler du contexte dans lequel va se dérouler cet arrêté, évoquons quelques instants, Mylène, le référentiel IFRS. Rien de nouveau ? Non, rien de nouveau. Pour la 3e année consécutive, ce référentiel est relativement stable. Il n'y a pas d'entrée en vigueur de textes majeurs, mais seulement des amendements de portée limitée, à savoir des amendements à IFRS 3, IAS 16 et IAS 37 et une série d'améliorations annuelles millésimées 2018-2020. Notez néanmoins la décision de l'IFRIC de mars 2022 concernant le programme d'emprunt des banques auprès de la BCE, le TLTRO 3. L'incidence de cette décision est en cours d'analyse. Dans ce contexte de stabilité comptable, nous avons choisi de consacrer cette émission aux conséquences pour les banques du conflit en Ukraine et du contexte macroéconomique actuel. Sachez que les sujets comptables de portée générale ont été présentés dans l'émission spéciale des matinales le 13 juin dernier. Cette émission a bénéficié de la participation de Marie Seller de l'AMF et vous pouvez l'écouter ou la réécouter dans l'application Radio KPMG. Concernant le conflit en Ukraine et pour appréhender les conséquences comptables de ce conflit, commençons peut-être par un état des lieux des sanctions liées à ce conflit. Le 3 juin, l'Union européenne a adopté un 6e train de sanctions économiques et individuelles avec des mesures telles que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager en Europe de certaines personnalités russes, des interdictions de la plateforme SWIFT pour 10 banques russes et 4 banques biélorusses, ainsi que d'autres restrictions financières, l'interdiction d'exporter vers la Russie des biens des secteurs de l'aviation, de l'aérospatiale et du transport maritime, des interdictions d'importation de pétrole et de charbon, d'exportation de biens de luxe, d'acier, de bois, de ciment et d'alcool, et des sanctions assez similaires envers la Biélorussie. D'autres pays comme le Royaume-Uni, la Suisse, les États-Unis ont adopté des sanctions similaires à celles de l'Union européenne et des mesures de rétorsion russes sont appliquées à l'égard des pays occidentaux qualifiés d'hostiles. La coupure de gaz à la France le 17 juin en est l'illustration la plus récente et peut-être la plus emblématique. Concernant les banques européennes, a-t-on une idée de leur exposition à la Russie ? À ce propos, le BCE Office de KPMG a recensé les expositions des banques sous supervision de la BCE aux résidents russes. Selon son dernier recensement, les banques françaises et les banques italiennes sont très exposées à la Russie et à l'Ukraine. Cependant, l'annonce le 11 avril par la Société Générale de la cession de sa filiale russe Rosbank va réduire de manière significative l'exposition globale du secteur bancaire français. Une exposition donc très significative pour la France qui est amenée à diminuer. Nous allons maintenant aborder la question des conséquences de la crise en Ukraine sur les états financiers du premier semestre, en commençant par les incidences directes de ce conflit. En premier lieu, il peut s'agir de destruction d'actifs, de perte de contrôle ou encore de cession d'actifs plus ou moins forcées qui vont se traduire au plan comptable par des pertes de valeur et des moins-values de cession. S'agissant des opérations de cession, au-delà des impacts en résultat, il y a aussi la question de leur présentation. Les critères de classement des actifs ou groupes d'actifs sur des lignes distinctes au bilan, prévus par IFRS 5, sont-ils remplis au 30 juin ? S'agit-il d'une activité abandonnée à présenter séparément au compte de résultat et sur le tableau des flux de trésorerie ?
Par ailleurs, la question du niveau de contrôle ou d'influence notable sur les entités situées en Russie, en Biélorussie et en Ukraine se pose également. Sur ce dernier point, attention, ce n'est pas parce que des activités sont fortement réduites ou mises en sommeil que l'accès à l'information est difficile ou que l'utilisation des ressources financières est restreinte et que le contrôle est forcément perdu. Un groupe doit continuer à consolider ses filiales tant qu'il en a le contrôle et la simple intention de quitter la Russie n'est pas suffisante pour caractériser la perte de contrôle. L'autre problématique importante, directement issue de ce conflit, est la question du change et de la convertibilité du rouble. En effet, aujourd'hui, la convertibilité du rouble n'est plus assurée par la BCE. D'autres références de cours existent, comme Reuters ou Bloomberg, et généralement on retient les taux de milieu de fourchette ou mid-rates, mais il faut tout de même veiller à ce qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre les cours offerts et les cours demandés. Il faudra ici faire preuve de jugement et, en cas d'enjeu significatif, indiquer les approches retenues. Par ailleurs, attention à l'utilisation de cours moyens pour la conversion des états financiers des filiales russes en monnaie de présentation du groupe. Je vous rappelle qu'IAS 21 stipule que toutes les transactions doivent être converties au cours du jour de la transaction. L'utilisation d'un cours moyen n'est donc acceptable en tant qu'estimation en l'absence de volatilité de la monnaie en question. Sinon, c'est le cours spot qui doit être retenu. Enfin, les banques doivent également s'assurer que les comptes courants des entités situées dans la zone de conflit peuvent être rapatriés à tout moment. Si ce n'est pas le cas, il faudra que cette information figure clairement en annexe. Attardons-nous maintenant quelques instants sur les dépréciations et les tests de valeur qui vont être assez cruciaux dans le contexte actuel. Vous le savez, en période intermédiaire, en présence d'indices de perte de valeur, les tests de dépréciation sont nécessaires. C'est un sujet particulièrement délicat quand l'environnement est incertain et que les prévisions sont difficiles à établir. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Oui, malheureusement, et à cet égard, dans son communiqué du 13 mai 2022, dédié aux impacts de la crise en Ukraine dans les comptes semestriels 2022, l'ESMA invite les émetteurs à actualiser les évaluations réalisées fin 2021 dans la mesure où ils seraient impactés par cette crise et avoir recours à plusieurs scénarios si nécessaire. Le régulateur européen insiste également sur la cohérence entre, d'une part, les projections de flux de trésorerie et les hypothèses retenues dans le cadre des tests de dépréciation, et d'autre part, les modifications annoncées ou apportées au plan stratégique en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de ses conséquences. Parmi les autres impacts potentiels de la guerre en Ukraine sur les actifs non financiers, je citerai aussi notamment la recouvrabilité des impôts différés actifs. Et si les prévisions ont été revues à la baisse, il faut que les tax planning le soient également, ce qui peut conduire à limiter le montant des impôts différés actifs reconnus jusqu'ici. Sans oublier les instruments financiers qui représentent une grande partie du bilan des banques. À commencer par le sujet épineux des dépréciations de prêts. En écho aux propos tenus par Dominique Labourex de la CPR, les autorités sonnent l'alerte sur le risque de crédit en ce début d'été. Celui-ci figure en tête de leurs priorités. Oui, le sujet est critique pour les banques. De nombreuses questions se posent à cet égard. Une première question se pose sur la pertinence des anciens modèles qui n'intégraient pas le niveau d'inflation actuel, ni les problèmes d'approvisionnement, ni l'effet des sanctions. Une deuxième question se pose ensuite sur le niveau de risque à retenir qu'on appelle le staging pour les contreparties russes ou biélorusses. Autrement dit, est-ce que ces contreparties doivent être toutes déclassées? Et pour celles qui sont sanctionnées, doivent-elles être considérées comme étant en défaut? Et enfin, autre sujet important pour les banques, les ajustements de modèles qui devraient être plus durables qu'attendus initialement. Cela rend les explications associées à ces ajustements de modèles très importantes et la bonne gouvernance de ces ajustements est d'autant plus critique. D'ailleurs, concernant les calculs de dépréciation, il peut être utile de consulter les prévisions macroéconomiques de la BCE mises à jour le 9 juin 2022. Selon ces prévisions, le taux d'inflation est revu à la hausse à 6,8% en 2022 contre 5,1% par rapport à ce qui avait été estimé à fin mars. De manière plus générale, les banques doivent mettre à jour leurs calculs de dépréciation avec les derniers paramètres macroéconomiques connus au 30 juin 2022. Toujours en matière d'instruments financiers, quelles autres incidences comptables les banques doivent-elles anticiper?
Une autre difficulté attendue est celle des évaluations à la juste valeur, comme la valorisation de titres cotés russes dont la cotation a été suspendue. On peut également s'attendre à des incidents sur la comptabilité de couverture et à une augmentation de l'inefficacité de certaines couvertures. À ce propos, l'information donnée en annexe sur les hypothèses et sur les jugements principaux est clé, ainsi que les analyses de sensibilité associées. Au-delà des impacts de la guerre en Ukraine dans les états financiers intermédiaires, se pose également la question de leur présentation au compte de résultat. Oui, et cette question de la présentation et du classement des effets de la crise en Ukraine au compte de résultat est de même nature que celle relative aux effets de la pandémie de Covid-19 lors des exercices 2020 et 2021. Donc en principe, les impacts étant diffus, l'idée est de ne pas présenter distinctement les effets de la crise ukrainienne au compte de résultat. L'AMF partage cette opinion et Marie Seller a notamment eu l'occasion de l'exprimer sur nos ondes lors des matinales de KPMG le 13 juin dernier. Et les incidences de cette crise devront figurer en annexe, si possible, dans une note spécifique. Habituellement, les notes annexes sont assez succinctes dans les comptes intermédiaires, car la logique d'IAS 34 consiste essentiellement à mettre à jour les informations sur la performance et la situation financière du groupe depuis la dernière clôture annuelle. Sauf qu'aujourd'hui, pour la plupart des entreprises et des établissements de crédit, la crise en Ukraine est un événement significatif de la période et l'information à ce sujet doit être claire, précise et pertinente. Oui, et c'est le sens du communiqué de l'ESMA du 13 mai dernier qui requiert d'ajuster le niveau des informations fournies à ce titre lorsque c'est pertinent. Donc en pratique, il s'agit de décrire avec un niveau de précision suffisant la façon dont l'établissement a été affecté par les événements en Ukraine. Ensuite, et c'est particulièrement vrai dans les comptes intermédiaires, leur préparation repose sur un certain nombre d'estimations et de jugements. Les banques devront préciser lesquels et les rationaliser. Il faudra également que les annexes soient suffisamment étayées quant aux hypothèses clés, tant financières qu'opérationnelles, à la sensibilité des montants comptabilisés à ces hypothèses, ainsi qu'aux incertitudes qu'elles comportent. Et d'ailleurs, si ces incertitudes pèsent sur la continuité d'exploitation sans la compromettre définitivement, il faudra renforcer les informations dans ce domaine. Nous en avons terminé avec les sujets comptables indispensables pour mener à bien l'arrêté semestriel du 30 juin. Si on regarde au-delà, quels seront les autres thèmes à suivre au cours du deuxième semestre 2022 ? Les sujets ne manquent pas pour les banques, mais si je ne devais en citer qu'un, ce serait celui des enjeux climatiques. Le développement de solutions de financement durable ou l'importance accordée aux critères dits ESG souligne la prise en compte croissante de cette question par les banques. D'ailleurs, les travaux de l'IASB sur la comptabilisation des prêts ESG sont de nouveau d'actualité dans le cadre de la Post-Implementation Review d'IFRS 9. Autre sujet d'importance pour la fin de l'année, la mise en place d'IFRS 17 et l'application de la recommandation ANC sur les états financiers consolidés des banques, mise à jour consécutive à cette première application. Mylène Miguirnichian, un grand merci à vous pour ce panorama des sujets comptables indispensables pour l'arrêté du 30 juin 2022. Avant de clôturer cette émission, j'ai le plaisir de confier quelques instants le micro à Sylvie Niette pour notre traditionnelle chronique dédiée au sujet ESG. Aujourd'hui, la chronique verte va être dédiée à la publication des résultats du dernier stress test climatique de la Banque centrale d'Angleterre. L'objectif de cet exercice est de mesurer la sensibilité des portefeuilles de crédit bancaire au risque climatique et de quantifier les pertes potentielles sur un horizon de 30 ans. La Banque centrale d'Angleterre a retenu 3 scénarios possibles de trajectoire vers l'objectif net zéro. Un scénario early action avec une action planifiée dès 2021, puis graduelle dans le temps, pour atteindre l'objectif zéro carbone d'ici 2050 en limitant les impacts macroéconomiques. Un scénario late action avec une action brutale en 2031, tout en gardant le même objectif à horizon 2050 mais conduisant à des impacts macroéconomiques importants. Et enfin, un scénario no additional action, dans lequel les gouvernements mondiaux ne reverraient pas à la hausse l'ambition de leur politique pour lutter contre le changement climatique, ce qui accroît considérablement l'amplitude des risques physiques. Même si on observe un véritable progrès dans leur gestion du risque climatique, les banques doivent fournir davantage d'efforts pour appréhender et gérer plus finement leurs expositions à ce risque. Quels sont les résultats de cet exercice de stress test ? Selon la Banque centrale d'Angleterre,
le secteur financier pourrait supporter des pertes comprises entre 10 et 15% de leurs bénéfices annuels dans les prochaines années en raison du réchauffement climatique. Une trajectoire à 1,8 degré versus 1,5 degré prévue par les accords de Paris se traduirait ainsi par une perte supplémentaire de 110 milliards de livres. C'est donc un impact majeur, mais qui reste largement à préciser à cause du manque de fiabilité des données, du peu de recul sur les nouvelles méthodologies utilisées et enfin de l'absence de backtesting. Par ailleurs, les banques prévoient de réduire leur exposition aux grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, comme l'extraction et la transformation de gaz, de pétrole ou de minerais, et d'augmenter les prêts aux entreprises productrices d'énergie renouvelable et verte ou acteurs de la transition du secteur automobile, afin de faire face aux risques de transition et d'accompagner l'économie vers le net zéro. Cependant, cette stratégie met en lumière un problème. Quid du financement de ces secteurs polluants et de leur transition sur le moyen-long terme en attendant que les énergies bas carbone puissent prendre le relais? En effet, la Banque centrale d'Angleterre pointe du doigt le risque d'un potentiel manque de financement pour les industries polluantes qui voudraient mettre en place un plan de transition en ligne avec l'objectif net zéro. Sachant que les possibilités d'extension des énergies durables pour couvrir 100% des besoins en énergie sont encore limitées, le risque que les énergies fossiles ne soient plus du tout financées est bien réel. Les stratégies du secteur bancaire pourraient donc être perçues comme trop drastiques, trop rapides, susceptibles de créer des risques macroéconomiques en déséquilibrant l'offre et la demande ou en bloquant la transition vers des énergies moins polluantes de certaines entreprises. Quelles sont maintenant les prochaines étapes pour la Banque centrale d'Angleterre? Les conclusions sur les différents scénarios de transition sont sans appel. Dans le cas du Late Action Scenario, les banques enregistreraient des pertes 30% plus élevées. Le risque climatique multiplierait les pertes par 2, dont 40% au cours des 5 premières années de transition. Dans le cas du scénario No Additional Action, l'augmentation des risques physiques liés au changement climatique avec la montée des eaux et le réchauffement climatique généreront des catastrophes naturelles majeures qui toucheront les ménages, les entreprises et dérégleront l'équilibre macroéconomique. Ceci incite donc la Banque centrale d'Angleterre à privilégier un scénario Early Action avec une mise en place rapide et ordonnée des directives environnementales. Cet exercice est d'autant plus intéressant car il nous permet de patienter dans l'attente des résultats du stress test de la Banque centrale européenne qui devrait être publié au cours de l'été 2022. Cela permettra aux banques de comparer les stratégies proposées et les leçons tirées de cet exercice. Je ne manquerai pas de vous en parler lors de ma prochaine chronique verte. Avant de clôturer cette émission, je vous conseille de parcourir les principales publications bancaires parues ou à paraître. Vous pouvez les retrouver également sur le site kpmg.fr. Je pense au traditionnel ActuBank du mois de mai, à notre étude Défi pour la transparence qui évolue cette année avec 2 volets distincts, présentant pour le premier les indicateurs ESG publiés par les banques qui est en ligne depuis le 7 juin et pour le deuxième, les indicateurs de performance des banques européennes qui sera publié le 5 juillet prochain. Cette édition de Fréquence Banque est maintenant terminée. C'était la dernière édition avant la pause estivale. Je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée. Un grand merci à tous pour votre attention. Très bel été à toutes et à tous. KPMG, Fréquence Banque.